L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue sur Instant CAN. Fini les calculs, les 16 équipes qualifiées et les affiches complètes des huitièmes de finale de la CAN 2023 sont désormais connues pour ce numéro d'Instant CAN. Je suis en compagnie de Serge Reynaud, journaliste et reporter sportif à Planète FM. Bonjour Serge. Bonjour Colombe, bonjour à tous, bonjour à chers confrères, bonjour aux internautes. J'ai également deux autres journalistes reporters sportifs à mes côtés. C'est Candide Mourinto. Bonjour Candide. Bonjour Colombe, bonjour chers confrères et bonjour à tous nos internautes. À côté de lui, j'ai Maël Leroux-Belou. J'ai bien prononcé? Bien sûr. Bonjour Colombe, bonjour à tous et bonjour aux internautes. Alors les gars, la phase de groupe de la CAN 2023, on est à sa fin, c'est désormais bouclé. D'abord, vous allez commencer par me dire quelle est la phase, le groupe qui vous a le plus surpris, déçu ou qui a confirmé. On va commencer par Candide. Évidemment, parlant de groupe qui a le plus confirmé, on ne va pas tout de suite aller en besogne en parlant de tel groupe a plus confirmé. On a vu tous les pays, les 24 pays qui sont qualifiés pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 24 pays, on a constaté qu'il y a de ces pays-là qui étaient plus attendus, notamment ces pays-là qui viennent du Maghreb, qui sont les plus attendus. Également, le champion en titre, le Sénégal, le Sénégal qui est plus attendu, notamment également le Maroc qui est demi-finaliste de la récente Coupe du Monde au Qatar, qui figure parmi les grands favoris de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais à l'arrivée, on a constaté que même les petits poussés ont eu à dire leur mot tout au long de cette phase de groupe qui a connu son épilogue hier. On a constaté que durant toute la période de ce premier tour, les pays se valent un tant soit peu, même si il y a de ces pays-là, il y a de ces nations-là qui n'ont vraiment pas du tout démontré ce qu'il fallait à l'image de quelques pays. On ne va pas citer des noms ici. Le Sénégal, qui figurait dans un groupe qui était plus ou moins alléchant, un groupe où il y avait le Sénégal, le Cameroun, la Gambie et même la Zambie, si je ne me trompe, la Guinée, voilà, la Guinée. Un groupe qui nous a tenu en haleine ou pour l'entrée en lice du Sénégal, bien entendu, face à son homologue gambien. Le score à l'arrivée était de 3-0. C'était un score qui était plus ou moins prévisible. On pouvait déjà s'attendre à ce score-là parce que le Sénégal est le tenant du titre et est venu dans cette rencontre pour pouvoir pour confirmer d'entrée son statut de grand favori à cette Coupe d'Afrique des Nations pour sa deuxième sortie également face aux Lions indomptables du Cameroun. C'était un scénario presque identique voilà. N'eût été le seul but du Cameroun, on allait assister à un score de 3-0, mais finalement il y avait ce but-là qui a prouvé que les Lions étaient véritablement indomptables, même si l'issue de la rencontre a prouvé qu'il y avait les Lions de la Teranga qui étaient plus ambitieux, qui étaient venus plus rageux dans
dans ce groupe-là. La troisième sortie également du Sénégal qui a plus ou moins confirmé les choses, qui a permis d'ailleurs aux tenants du titre de faire carton plein. L'autre chose, c'est cette équipe du Cameroun qui, à son entrée en lice, n'a pas su montrer un meilleur visage face à la République de Guinée, si je ne me trompe. Le score à l'arrivée était de 1 but partout. Pour sa deuxième sortie, les Lions indomptables ont su et ont affronté bien évidemment les Lions de la Teranga du Sénégal, où le scénario n'était pas du tout rassurant pour Rigobert Song et ses hommes. C'est n'eût été leur troisième sortie pour assister quand même à un beau jeu, à un beau spectacle de la part des Lions indomptables, qui ont su quand même éteindre le public sportif, qui ont su quand même égayer le public. À l'arrivée, on a quand même vu qu'il y avait également des Gambiens, les Scorpions de la Gambie, qui étaient aussi ambitieux, mais à l'arrivée, le score était de 3-2. Donc pour moi, le groupe du Sénégal était le groupe qui était, pour moi, le groupe de la mort. On a quand même vu qu'à l'issue de la phase des groupes, dans ce groupe-là, c'est la Gambie qui est... Évidemment, le groupe C, c'est la Gambie qui est sortie malheureuse dans ce groupe-là où c'était la cata pour les Scorpions qui ont finalement fait leur valise pour rentrer chez eux. Pour moi, c'était le groupe de la mort et la hiérarchie dans ce groupe a été respectée. Pour vous, Maël, quel est le groupe qui vous a le plus marqué? Le groupe qui m'a le plus marqué, moi je dirais le groupe B, avec cette équipe capverdienne qui est venue dans un tournoi où on ne l'attendait pas forcément. C'est pas faux, hein? Déjà, les Capverdiens, ils étaient un peu comme le petit poussé du groupe, même s'ils avaient... Est-ce que les Capverdiens étaient vraiment le petit poussé, puisque cette équipe du Cap-Vert, ils ont quand même, à chaque compétition, je crois que si j'ai bonne mémoire, c'est une équipe qui essaie toujours de titiller les gros morceaux. Oui, c'est vrai, c'est une équipe qui a l'habitude de titiller les gros morceaux. C'est une équipe qui vient avec des ambitions, c'est vrai. Elle avait déjà participé, si je ne me trompe pas, à un quart de finale ou à un huitième de finale d'une CAN déjà par le passé. Oui. Mais venir s'imposer dans un groupe, finir première du groupe, devant l'Égypte, 7 fois champion d'Afrique, devant le Ghana, 4 fois champion d'Afrique, c'est déjà une grosse perf. Cette équipe capverdienne a montré que on venait à la CAN, il n'y a plus de grosses équipes, il n'y a plus d'équipes avec un certain CV. Oui. On ne vient pas avec le CV à une CAN, toutes les équipes se valent. Et quand sur le terrain, vous avez de la détermination, il y a de l'envie, de l'engagement, vous montrez que vous êtes capable de réaliser de superbes choses. C'est ce qu'on a réalisé, c'est ce qu'on a pu voir durant cette phase de groupe-là avec cette équipe capverdienne qui a fini première de son groupe avec 7 points. Ensuite, je dirais aussi la déception pour moi, elle vient peut-être du Ghana et de l'Algérie. Pour moi, ce sont les deux déceptions. Moi, j'attendais plutôt l'Algérie au tournoi après le revers de l'édition passée de la CAN. Quelque part, Djamel Belmadi, je ne sais pas si au niveau de son discours dans le groupe, il n'a pas trouvé les mots pour remettre ce groupe-là à bloc. Il y a eu l'élimination face au Cameroun dans la dernière journée pour la Coupe du Monde, donc pour les barrages plutôt. Donc, on a senti l'équipe algérienne qui était un peu disloquée dans les forces. Donc, on a senti que cette équipe algérienne n'avait pas vraiment retrouvé cette force-là qu'elle avait en 2019, qui lui a permis de remporter la CAN. Ensuite, l'élimination, je ne sais pas si c'est une conséquence naturelle de tout ce qui s'est passé dans le groupe. Ce sont les déceptions pour moi. Le Ghana aussi qui est sorti au premier tour. Malheureusement, le Ghana avait son destin en main lors de la dernière journée contre le Mozambique. 2-0, ils menaient 2-0. Et ensuite, ils se font rattraper dans le temps additionnel. C'est un peu dommage. Les frères Ayou auraient aimé disputer au moins cette CAN avec peut-être à la clé un quart de finale ou une demi-finale, qui sait jamais. Donc forcément, c'est une grosse déception pour le peuple ghanéen qui revit encore une désillusion de l'édition passée. Donc pour moi, c'est un peu ce que je peux retenir des déceptions. Mais je peux rajouter aussi la Guinée équatoriale comme confirmation de ces phases de groupe-là, avec une victoire éclatante contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, 4-0. Une équipe joueuse, volontaire, une équipe portée vers l'offensive. On a vu Emilio Nsoué, un joueur attaquant qui évolue en D3 espagnol. Qui finit meilleur buteur. De la phase de groupe avec 5 buts. Je pense que c'est Laurent Pokou qui est le seul qui a réalisé plus. C'était qui a fini avec cette réalisation en tant que meilleur buteur de la phase de groupe. Donc, on a l'équipe de la Guinée équatoriale qui finit première de son groupe devant le Nigeria, qui a un Victor Osimhen qui n'a pas été vraiment très étincelant durant cette phase de groupe, qui a marqué un seul but. On a aussi une équipe qui est meilleure attaque
de la phase de groupe avec 9 buts. Donc, c'est qu'il faut souligner la performance des Équato-Guinéens. Le Nzalang National, c'est une équipe à surveiller pour cette phase finale avec les huitièmes de finale qui s'annoncent. Serge, le Nzalang National est une équipe à surveiller. D'abord, dites-nous, pour vous, au cours de ces phases de groupe-là, quel est le groupe qui vous a le plus marqué et quel est le pays, la nation dont vous retenez, qui vous a surpris agréablement? Non, il faut dire que plusieurs nations m'ont surpris. Les groupes qui ont retenu mon attention, il y a le groupe A, le groupe B, le groupe D. Je vois la Mauritanie éliminer l'Algérie des phases de poule. Ça m'a étonné. La Mauritanie qui se qualifie pour la première fois au second tour. La Mauritanie qui a écrit l'histoire. Moi, ça me réjouit que les petites nations tiennent tête aux grandes nations. Dans le groupe A, je vois la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, qui a été en grande difficulté après avoir remporté son premier match. Et la Côte d'Ivoire se met en grande difficulté. Il a fallu l'espoir, non, c'est pas l'espoir, cette victoire marocaine face à la Zambie pour que la Côte d'Ivoire puisse respirer, obtenir sa qualification pour les huitièmes de finale, en étant encore le quatrième pays à bénéficier. On va revenir sur ça. Il faut dire qu'il y a le groupe A, le groupe B, et puis le groupe D qui ont retenu mon attention. Les grandes nations ont été titillées et puis certaines grandes nations sont rentrées à la maison. Donc ces trois groupes-là ont retenu mon attention. Le Cap-Vert, je ne m'attendais pas à ce niveau de la compétition. Le Cap-Vert m'a vraiment émerveillé. Moi, il faut quand même préciser quelque chose. Il y a de ces pays-là qui étaient plus attendus, notamment l'Algérie, qui, même si d'aucuns me diront que les fenêtres d'Algérie ont été éliminées en tant que dernier de leur groupe lors de la précédente CAN qui s'est déroulée tout de même au Maroc, où ils étaient venus en tant que champions d'Afrique en titre. Ils étaient venus pour quand même défendre leur titre, mais malheureusement, les performances n'ont pas comblé aux attentes. Sur le terrain, ça ne donnait pas nécessairement ce qu'il fallait. Ils ont été éliminés au premier tour en tant que dernier de leur groupe. Scénario presque identique pour ce qui est de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On a également l'Égypte qui n'a pas du tout confirmé pour ce qui est d'abord des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui même lors de la récente CAN, on a vu que la prestation, même si ils étaient en finale, où cette finale a été âprement disputée entre Sénégalais et Égyptiens, où ça ne partait pas du tout. Moi, je pense qu'il y a de ces pays-là qui n'ont pas évolué. Après ces performances-là, à la récente Coupe d'Afrique des Nations, ces pays-là n'ont pas du tout évolué. Notamment l'Égypte, l'Algérie, qui depuis 2019 n'a pas du tout évolué. Même si c'est pas la même équipe, où Walid Regragui, qui aujourd'hui n'est plus entraîneur, n'est plus sélectionneur des fenêtres d'Algérie. Jamel Belmadi. Jamel Belmadi, qui n'est plus aujourd'hui sélectionneur des fenêtres d'Algérie, qui a quand même eu à donner cette Coupe d'Afrique de 2019 au Fenech d'Algérie, mais par la suite n'a pas su rajeunir l'équipe comme il le voulait, parce que si vous regardez bien dans le 11 que Jamal Belmadi a eu à utiliser durant toute la phase des poules, c'est une équipe rajeunie, c'est une équipe qui depuis même les journées FIFA et même les matchs amicaux que l'Algérie a eu à disputer, il essayait d'évoluer avec, mais malheureusement cette équipe n'a pas assuré ce rajeunissement dont il attendait. Cette équipe n'a pas su confirmer ce qu'il fallait, parce que cette équipe, souffrez-vous que cette équipe a certains cadres, notamment Riyad Mahrez et plein d'autres joueurs qui aujourd'hui mis sur quelques individualités, mais malheureusement ça ne marche pas. Il y a aussi le fait, il y a aussi la pression qui était sur cette équipe algérienne qui a été éliminée au premier tour lors de la récente CAN, qui est venue cette fois-ci corriger le tir, mais malheureusement cette pression a eu à jouer sur cette équipe algérienne qui n'a pas su faire la part entre vitesse et précipitation. Malheureusement sur le terrain ça n'a pas marché. L'autre chose, c'est cette équipe ghanéenne qui, lors de la récente CAN, a été éliminée également au premier tour, mais malheureusement est venue à cette édition avec cette pression également. On a vu lors de leur entrée en lice face au Cap-Vert, ils n'ont pas su faire la part des choses. Face aux requins bleus du Cap-Vert, ils ont été rapidement punis. Score à l'arrivée, défaite issue de la rencontre, j'allais dire, défaite 2-1 en faveur des requins bleus du Cap-Vert. Pour leur deuxième sortie, c'était face à l'Égypte, si je ne me trompe, où ils menaient au score 2 buts
où, on va dire, après la sortie de Mohamed Salah du côté égyptien, ils ont eu à ouvrir le score. Par la suite, quelques minutes plus tard, l'Égypte est revenue au score. Ils ont pris encore l'avantage au score, mais malheureusement, ils n'ont pas su contenir l'avantage au score et l'Égypte est encore revenue au score. Score à l'arrivée, 2 buts partout. Pour le troisième sortie également, c'est ce qui m'a le plus choqué chez cette équipe ghanéenne où vous menez jusqu'à la 90e minute face au Mamba du Mozambique, mais malheureusement, en l'espace ou dans une période de 3 à 4 minutes, vous encaissez l'égalisation face à cette équipe mozambicaine qui a su profiter de ces occasions en fin de partie-là et vous punit. Et là, vous rentrez chez vous avec 2 petits points, si on peut le dire ainsi. C'est quand même désolant pour cette équipe, pour les Black Stars du Ghana aussi, qui sont venus à cette Coupe d'Afrique des Nations avec une équipe pas trop rajeunie, une équipe qui contient du talent naissant, à l'image de Mohamed Kudus, Iñaki Williams et plein d'autres joueurs, mais malheureusement, cette équipe n'a pas su faire le jeu et ils sont rentrés. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir corriger le tir et revenir en force pour la prochaine édition. Je voudrais rajouter la Namibie. Cette équipe namibienne qui obtient sa première victoire de l'histoire à une Coupe d'Afrique des Nations contre la Tunisie, qui n'a rien proposé d'ailleurs. Cette équipe tunisienne qui est restée carrément apathique, un seul but durant toute la compétition, ce qui a même valu la démission de leur sélectionneur Djalel Kadri. Donc pour parler de cette équipe namibienne, les Brave Warriors ont sorti une prestation qu'il faut saluer. Ils obtiennent leur première victoire dans l'histoire à une Coupe d'Afrique des Nations. Ils se qualifient ensuite pour les huitièmes de finale. Franchement, ils ont à leur tête un coach, Benjamin Collins, qui est le sélectionneur le plus jeune de tous les sélectionneurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est une performance aussi qu'il faut saluer. Les Namibiens, c'est vrai qu'ils ne produisent pas un jeu léché où il faut s'attendre à du beau football. Mais quelque part, c'est une équipe qui est allée vaillamment, qui est allé avec le cœur et le courage. Serge disait tout à l'heure aussi pour la Mauritanie, Amir Abdou qui a réussi à qualifier les Moabitoun. Il faut rappeler qu'il avait qualifié les Comores lors de la dernière édition de la CAN. Il réédite l'exploit maintenant cette fois-ci avec la Mauritanie. Il avait même prévenu l'Algérie qu'ils allaient gagner ce match-là à la veille. Il a remis ça, il a réalisé l'exploit. Donc chapeau, il faut féliciter Amir Abdou pour son travail. Alors, mais la Tunisie m'a vraiment déçu. Hein. La Tunisie qui est chaque fois quart de finale. Qui la compétition à la dernière place avec un petit 2 points. Moi, ça m'a étonné de voir la Tunisie. Un point. Oui. Ça m'étonne aujourd'hui de voir la Tunisie à ce niveau de la compétition qui carrément ne joue plus un grand jeu. La CAN passée, ça n'a pas été, tel a été le cas pour la Tunisie. Aujourd'hui, la Tunisie qui sort par la petite porte. Moi, j'ai été déçu par la Tunisie. Je ne m'attendais pas à voir une équipe tunisienne. Aujourd'hui, je me suis dit, quelle sera la suite? Est-ce qu'il faut faire comme le Ghana ou remercier tout le staff? Ou bien observer les joueurs, garder ça a déjà commencé, j'allais le cadrer. Oui, ça a déjà commencé, on a déjà au moins 5 sélectionneurs qui ne sont plus dans la course. Ouais, déjà, dès que la phase de groupe s'est achevée, il y a eu des sélectionneurs qui ont été remerciés. Je parlais hier de Jamel Belmadi, de Chris Houghton, de Jean-Louis Gasset. Bon, Tom Saint-Fit de la Gambie, lui, il a démissionné volontairement. Jalel Kadri aussi. Il a voulu quitter les choses avant que les choses ne Jalel Kadri aussi qui a démissionné. Donc, on sent que les sélectionneurs aussi ont une part de responsabilité. Ils se disent que quelque part, leur responsabilité incombe peut-être à eux-mêmes. Donc, il faut partir sur de nouvelles bases et il faut permettre aux équipes de grandir à nouveau. Quelle est votre lecture de cette situation? Je pense plutôt que c'est déjà une très belle chose pour ces sélectionneurs-là qui ont déposé le tablier très très vite parce que quand il n'y a pas le résultat, on vous appelle pour une tâche, vous avez un contrat avec un pays pour accomplir ou pour atteindre tel objectif. Si vous n'arrivez quand même pas à atteindre cet objectif, il vaut mieux déposer le tablier pour laisser ce pays-là ou les dirigeants de ce pays-là chercher une nouvelle solution pour quand même pallier à ce problème-là. Parce que si on prend par exemple aujourd'hui le cas de la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui n'était pas au départ, même si on va dire que c'est le pays hôte qui n'était pas parmi les grands favoris de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est quand même le pays hôte, c'est quand même une des
des Nations qui partait avec des valeurs sûres. partait avec des valeurs sûres et même avec des points qui étaient en sa faveur, notamment le 12e homme qui est certainement avant de parler de la Côte d'Ivoire, on va parler de ces joueurs-là, 36 matchs qui ont été au total joués. Mais on a vu beaucoup de joueurs, d'autres qui se sont illustrés pendant cette journée intense et tout. Pour vous, quel est le joueur qui vous a le plus marqué, qui a retenu votre attention? Pour moi, c'est Bébé. Auteur du coup franc le plus long de la compétition. 39 mètres, 5 pour être plus précis. D'accord. Moi, j'ai vraiment aimé Bébé. C'est un vieux, mais il se donne à fond. Il est toujours au bon moment. Au bon endroit, au bon moment. Et il évite même les hors-jeux. Si vous voyez très bien. C'est un joueur qui a une très belle lecture. Voilà. Il suit ses adversaires. Il évite les hors-jeux. Il se décale un peu. Et il fait le signe. Et puis, on lui donne le ballon. Et puis, il met ça au fond des filets. J'ai vraiment aimé son but. Il y a un autre joueur qui a voulu, son coéquipier, qui a voulu imiter son but. Mais lui, c'était pas un coup franc direct. Bébé m'a impressionné. J'ai vraiment aimé la prestation de Bébé. Moi, le joueur qui m'a le plus marqué, c'est bien sûr Emilio Lopez Nsoué, l'attaquant, le capitaine de cette formation équato-guinéenne qui est de la trentaine. Évidemment, monsieur de la trentaine qui, au départ, n'était pas attaquant. C'est un défenseur qui évolue en D3 aujourd'hui, en D3, mais qui est fait capitaine, qui évolue dans la charnière offensive de cette équipe équato-guinéenne, qui a su imposer ses marques. Et là, il termine meilleur buteur de la phase des coupes avec 5 buts au total. C'est un joueur qui a une très belle lecture de jeu, positionnement. Il est au top. Je pense bien qu'il aura fait fort pour ce qui est de la suite de la compétition, pourvu que les chances accompagnent cette équipe équato-guinéenne pour quand même... Pour vous, Koudous ne vous dit rien? Qui a sa première participation à l'UCAN. Koudous, c'est quand même l'un des joueurs qui vient tant soit peu dans le lobbying de ces joueurs-là qui impressionnent tant soit peu. C'est un joueur qui, avec un peu plus d'altruisme de la part de ses coéquipiers, aurait quand même pu mieux s'étendre sur... mieux s'illustrer. Voilà, c'est le mot, mieux s'illustrer tout au long de la phase des groupes. Mais malheureusement, c'est parti à l'eau pour cette équipe ghanéenne qui ne va plus poursuivre la compétition. Et là, c'est quand même dommage pour ce jeune talent, c'est quand même dommage pour Mohamed Koudous qui a quand même le potentiel nécessaire, mais malheureusement, il n'y a pas qu'un seul joueur qui fait le jeu, c'est les 11 joueurs qui sont sur le terrain pour une équipe qui font le jeu. Alors les gars, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, est qualifié. Et franchement, moi, je suis content. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis content. Il y a de quoi être content. Vous êtes en norme. Il y a de quoi être content. Mais il y a deux faits qui ressortent de cette situation-là. J'aimerais qu'on en parle. Hein. Il y a d'abord la Côte d'Ivoire qui passe de justesse grâce au Maroc. Oui. Grâce au Maroc qui a gagné 1-0. Est-ce que vous ne pensez pas d'abord que le Maroc a joué pour la Côte d'Ivoire selon vous? Parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Bien sûr, mais je ne pense pas que le Maroc ait joué pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est une équipe marocaine qui venait dans le costume de favori après une Coupe du Monde qui a amené les Lions de l'Atlas en demi-finale. Walid Regragui avait à cœur de poursuivre sur cette dynamique-là. Donc c'est vrai que le Maroc arrivait en tant que favori. Ils ont gagné leur premier match contre la Tanzanie. Ensuite, il y a eu le nul contre la RDC. Donc, il fallait pour les Marocains confirmer un statut. Ouais. Ce n'est pas qu'ils cherchaient à plutôt jouer pour la Côte d'Ivoire ou permettre aux Ivoiriens de passer. C'était d'abord une question d'honneur, une question de responsabilité, une question de résultat personnel pour les Lions de l'Atlas. Donc, je pense que le Maroc a su, peut-être même si c'est 1-0 face à une équipe zambienne en deuxième partie qui a beaucoup cherché à égaliser. Donc, le Maroc a joué, le Maroc a tenté de maintenir son honneur intact. C'est ça qui a permis aux Marocains d'avoir 7 points. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu les 9 points. Il y a eu le nul contre la RDC. Seul le Sénégal a fait carton plein 9 sur 9. Donc, on va dire que le Maroc n'a pas joué pour la Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde la physionomie du match, peut-être, hein, mais autour du match, le gradin et tout, on sentait l'affluence. Les Ivoiriens n'avaient pas le choix. Les Ivoiriens n'avaient pas le choix. Après toutes les autres affiches, ils ne comptaient que sur le Maroc. Sur une victoire du Maroc. C'est leur dernière chance. C'était leur dernière chance, voilà, pour quand même se qualifier. Donc, ils n'avaient pas de choix que de pousser les Lions de l'Atlas, évidemment. Et voilà, une chose, hein, la Côte d'Ivoire passe
Mais ça fait un bon bout de temps qu'un pays retient l'attention de tous, le Sénégal. Et voilà, pas alchimie, je ne sais pas par quelle chance ou malchance ils ont, ils tombent sur le Sénégal. Bon, le Sénégal, équipe championne en titre. En titre, oui, bien sûr. Vous sentez qu'il y a de la constance dans cette équipe. Oui. Vous sentez que... Une équipe très jeune. Hein, oui, il y a la jeunesse. Il y a de la jeunesse. Aliou Cissé a pu mettre un discours en place, je ne sais pas, une structure au niveau de son équipe. Vous sentez qu'il n'y a pas de star fort. C'est vrai qu'il y a Sadio Mané qui sort un peu du lot. Mais c'est vrai que dans l'équipe, vous sentez que tout est au niveau. Vous sentez qu'il y a un travail qui est fait en amont. Oui. Vous sentez que Aliou Cissé, il insuffle cette dynamique, cette capacité aux Sénégalais de rester humble. Vous avez des joueurs comme le jeune Lamine Camara qui s'aime très, très bien au groupe. Donc, vous voyez que cette équipe sénégalaise, c'est l'équipe à battre. Je suis sûr que c'est l'équipe à battre durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui m'a aussi le plus marqué avec cette équipe sénégalaise, vous avez un Nicolas Jackson qui joue à Chelsea, mais vous voyez Aliou Cissé qui titularise Habib Diallo, qui joue en Arabie Saoudite. C'est pour vous dire que personne n'est au-dessus de personne. C'est pour vous dire que le coach, il fait ses choix en fonction de son plan de jeu, de sa tactique, et tout le monde essaie de suivre. Vous mettez un Gana Gueye sur le banc, il met un milieu composé de Pape Matassar, Lamine Camara et de Pathé Ciss ou de comment il s'appelle? J'oublie le nom de ce troisième milieu de terrain. Donc vous voyez que Nampalys Mendy. Vous sentez que le milieu du Sénégal est très jeune, et il y a des cadres aussi qui sont restés sur le banc et qui s'adaptent aussi. Donc le Sénégal, c'est l'équipe à battre durant cette Coupe d'Afrique. Donc pour la Côte d'Ivoire, ce sera un défi de taille, parce que aller chercher le Sénégal dans sa posture qui n'a que c'est qu'un seul but. Donc vous, quelles sont les projections que vous faites sur cette rencontre-là? Cette rencontre, c'est quand même une rencontre à mort. C'est quand même une rencontre, on va dire, la destinée de la Côte d'Ivoire qui de vite quitter la compétition. Pour moi, la Côte d'Ivoire qui tombe sur le Sénégal, c'est quand même une affiche qui n'est pas trop, ou qui ne sera pas trop alléchante, parce que d'abord, il faut pas oublier certains aspects. La Côte d'Ivoire n'a plus son sélectionneur, même si les Ivoiriens me diront que le sélectionneur n'a pas du tout confirmé durant toute la phase des groupes avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus le sélectionneur actuellement. C'est l'adjoint qui assure l'intérim pour le moment, et ça ne sera pas forcément le même discours. Les Ivoiriens auront certainement cet état d'esprit-là où on ne va pas forcément écouter. Il y a de ces cadres-là qui sont dans l'équipe qui vont vouloir faire passer leur message. Il y a aussi le sélectionneur adjoint là qui assure l'intérim aujourd'hui, qui va vouloir construire son équipe autour d'un certain nombre de choses, mais malheureusement il y aura ce lobbying-là qui va un peu déséquilibrer les choses dans la balance, qui ne va pas forcément apporter grand chose à cette équipe. Il faut rappeler que l'entraîneur qui est là maintenant, lui, il joue beaucoup plus en contre-attaque, et il s'intéresse plus au milieu et à l'arrière. Donc on aura pratiquement une autre idéologie. Pour moi, je me suis dit, l'éléphant, il ne faut pas révéler l'éléphant qui a résisté peut vouloir chercher à s'imposer. Je ne pense pas que cette équipe puisse. Quand je suis un peu. Mais bon, cette canne, on s'attend à tout. Oui, on s'attend à tout. Mais quand je suis un peu l'entraîneur, il dit il faudra qu'on fasse tout pour nous réconcilier avec le public. Donc le Sénégal sur pas la meilleure des façons, hein. Voilà, le Sénégal sur le papier est partant, mais la Côte d'Ivoire aussi va chercher à faire sortir. Il n'y a pas que sur le papier que le Sénégal pas favori dans cette rencontre. Il y a aussi le discours. Quand vous avez un sélectionneur comme Aliou Cissé qui est là depuis et qui fut même ancien joueur de cette équipe sénégalaise. La Côte d'Ivoire aussi a ses cartes à jouer, et je crois que ça va être la carte de la Côte d'Ivoire. La carte de la Côte d'Ivoire durant ce match-là, ce sera peut-être l'orgueil. J'ai envie de prouver que ce n'était pas totalement fini, et qu'il y a des joueurs qui ont quelque chose à prouver. Je ne sais pas si qu'ils ont quelque chose. Je ne sais pas si Sébastien Haller sera disponible. Ce serait bien que Sébastien Haller revienne pour aider ses coéquipiers. Donc, je ne pense pas que cette équipe ivoirienne là puisse poser de grands soucis à cette équipe sénégalaise qui a un objectif assez lourd, parce qu'avant la compétition, Aliou Cissé disait à ses hommes, les gars, vous avez 7 matchs à jouer. Ils ont joué 6 pour le moment, ça ne reste que 4 pour eux. 4
Non, Ouais, Ils ont joué le 3, quart. voilà, Trois, 3, ça ne reste reste quatre. que 4 pour eux. Donc les gars, les Lions de la Teranga sont préparés depuis même avant la compétition. Et là, ils ont en tête que il reste désormais 4 matchs à jouer et s'il faut déjà passer l'étape de 4 matchs pour 3 matchs, il faut déjà battre la Côte d'Ivoire qui a été ressuscitée par chance par cette victoire marocaine qui va certainement vouloir chercher à se réconcilier avec le public, mais ça sera une affiche pour moi qui ne sera pas assez alléchante. Ben, je pense que, si vous le permettez, Oui. je pense que Emers Faye, l'intérimaire qui a été nommé, je ne pense pas qu'il aura peut-être le temps d'insuffler, peut-être d'imposer sa patte Ok. sur le groupe ivoirien. C'est un groupe déjà qui est en train, qui s'est délité, la Côte d'Ivoire s'est délitée, on l'a vu contre la Guinée équatoriale. Les Ivoiriens se sont complètement délités au fil du match. Donc, je ne pense pas que Emers Faye puisse rattraper. Je pense que ce sera un match pour l'honneur. Moi, franchement, le duel contre le Sénégal, ce sera un match vraiment pour l'honneur des Ivoiriens. Sorti au moins par la grande porte. Les discours seront multiples pour moi parce qu'il y a Didier Drogba là qui est aujourd'hui en terre ivoirienne qui va certainement vouloir passer son discours. Il y a aussi Séré Dié qui est sur place qui va certainement vouloir passer son discours. Le sélectionneur intérimaire qui va Emers aussi Faye, qui est un ancien international, chercher à passer son discours et certains cadres de l'équipe qui vont aussi chercher à passer le discours. Finalement, on va certainement se mélanger les pédales. En tout cas, on reviendra après. Le lundi n'est pas loin. Après le lundi. Le lundi n'est pas loin. Donc, faire le les débat gars, cette canne, c'est un film. Hein. Je dirais même une surprise avec beaucoup plus de rebondissements. On ne sait jamais ce qui va se passer. Hein. On ne sait jamais ce qui va se passer à chaque match. Chers internautes, nous sommes à la fin d'Instant Cannes d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le même exercice.